Jusqu'à midi, plongez dans les yeux de Gaïa avec Bruno Soriano. Bienvenue dans Les Yeux de Gaïa, votre émission sur le bonheur, le bien-être et la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Pinard. On va essayer de découvrir ensemble le tantra. Non, c'est pas un gros mot, c'est une pratique de bien-être. À tout de suite dans Les Yeux de Gaïa. Bénédicte Pinard, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai invité dans notre émission, dans Les Yeux de Gaïa, pour parler aujourd'hui du développement personnel, bien sûr, relationnel, spirituel, et sur votre site, il y a même marqué « et sexuel », puisqu'on va parler du tantra. Alors, on va découvrir un petit peu ce qu'est le tantra pour nous novices, et un peu découvrir également qui vous êtes, Bénédicte. Alors, c'est quoi le tantra et ça vient d'où ? Alors, c'est une bonne question à laquelle il n'est pas facile de répondre. C'est un mot, en tout cas aujourd'hui, qui est utilisé de façon un petit peu générale et foisonnante. Alors déjà, dans sa source, dans ses origines, c'est assez complexe en fait. On pourrait dire que c'est une tradition millénaire qui nous vient d'Inde ou en tout cas des contreforts de l'Himalaya, et dont les sources ne sont pas complètement identifiées, complètement connues des chercheurs qui étudient ses origines. En tout cas, ça a plusieurs millénaires. Ça date de très très loin, probablement même avant l'hindouisme. Sans qu'on sache exactement, voilà, vous savez, mais les origines. Alors, mais c'est quoi exactement ? C'est une religion ? C'est un sport ? C'est parce que pour la personne qui ne connaît pas du tout, c'est vrai qu'on le voit un peu à toutes les sauces, donc on est là un petit peu pour expliquer ce qu'est le tantra. Alors, dans la tradition indienne, asiatique, on va dire que c'est une voie spirituelle, d'éveil, qui peut prendre plein de formes, et qui a été exportée en Occident, on va dire, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment à travers son lien entre la spiritualité et la sexualité. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est le plus connue en Occident. Alors c'est à la fois vrai, parce que dans cette voie, qui est une voie pratique, concrète, donc c'est pas une religion ou une voie ascétique de renoncement, c'est une voie qui intègre toutes les dimensions de la personne, toutes les dimensions de la vie, donc y compris la sexualité, y compris le corps, y compris la matière, y compris les émotions, y compris les passions. Toutes les dimensions sont bienvenues et incluses dans cette dimension, dans cette voie spirituelle. Et c'est même à travers toute cette réalité concrète, y compris la plus prosaïque, qu'on peut trouver l'accomplissement spirituel, en fait. Alors, quand vous dites sexuel, est-ce que lors de vos séances de tantra, il n'y a pas de sexe quand même, si ? Comment c'est ? Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Est-ce qu'on peut un peu plus rentrer dans le détail et dire comment se passe une séance de tantra ? C'est quoi exactement le tantra, mais de façon beaucoup plus précise pour nos auditeurs ? Alors, le tantra, on va dire qu'on pratique dans les ateliers ou dans les stages de tantra, chez nous, on va dire en Occident, en Europe. On pourrait dire que c'est une préparation au tantra d'une certaine façon. C'est comme si on faisait des gammes pour atteindre, pour se préparer à cette voie et à cet éveil qui est beaucoup autour de la conscience en fait. Il s'agit d'atteindre un état de conscience, on pourrait dire avec un grand C majuscule, c'est-à-dire qui se relie à la conscience universelle, à la conscience cosmique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers, dans les pratiques, dans les stages ? C'est des pratiques, des techniques qui nous préparent à ça. Et parfois on le touche, parfois on l'atteint, je dirais de façon fugace, fugitive, ponctuelle, et puis plus on avance, plus on peut l'atteindre facilement, régulièrement. Personnellement, moi je connais pas de personnes qui sont en état d'éveil et de conscience permanent. Je dis pas qu'il y en a pas, mais
mais voilà, la question c'est de s'en approcher de plus en plus. Si je puis me permettre, vous avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que c'est vrai que... oui, parce que j'ai un petit peu besoin d'expliquer ça d'abord avant d'arriver au concret. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment une expérience. Donc c'est assez difficile d'expliquer en fait. Et c'est pas quelque chose de très intellectuel, c'est très pratique. Et donc la meilleure façon de... Je vais répondre à votre question, mais c'est vrai que la meilleure façon de comprendre, de saisir quelque part, parce que c'est pas intellectuel, c'est pas mental, c'est quelque part de pratiquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des pratiques. Alors il n'y a pas de relation sexuelle dans les stages et dans les ateliers de tantra, en tout cas au sens classique du terme. Par contre, on travaille avec l'énergie sexuelle, qui est l'énergie vitale, qui est voilà, c'est cette énergie de vie qui nous habite, et on va travailler avec elle, la réveiller, parce que chez beaucoup de personnes, elle est très souvent endormie. C'est le lien avec ce qu'on appelle la Kundalini. Même si les gens ont des relations sexuelles en couple, elle peut être endormie. Elle peut être, en tout cas, elle est souvent, en léthargie d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a moyen quelque part de déployer cette énergie beaucoup plus qu'on ne le fait en la limitant à la sexualité, à la pénétration, à l'orgasme, à l'éjaculation. Il y a à travers cette énergie des possibilités, d'irriguer tout son être. Et d'en faire un accès à la conscience, à quelque chose de cette reliance avec la conscience universelle. Et pour ça, en fait, on a un certain nombre de pratiques, de techniques qui peuvent être en lien, alors des choses qu'on peut connaître un peu plus, qui sont d'ailleurs pratiquées par exemple dans le yoga, donc des techniques de respiration, des techniques énergétiques, des travails avec tout le système des chakras, des mantras, le travail avec le son, qui peut aider à réveiller cette énergie, le travail avec le corps, la danse, le mouvement, etc. Donc, qui vont être toutes des techniques qui vont amener à stimuler, réveiller, éveiller, élever, faire circuler des massages aussi, les massages tantriques qui vont faire circuler cette énergie dans tout le corps. Et le but étant, en fait, cette énergie à la base, elle est basée dans ce qu'on appelle le chakra de base, qui est à la base du coccyx, de la colonne vertébrale. Et l'idée, c'est de la faire circuler à travers toute la colonne vertébrale, tout le système des chakras, jusqu'au sommet du crâne, et donc jusqu'au chakra couronne, qui est en lien avec le cosmos, le ciel et le divin. Mais quand on va rentrer un petit peu plus dans les détails, vous avez dit il n'y a pas de relation sexuelle, du moins dans les stages en Europe, mais quand on réveille une énergie sexuelle, est-ce que les participants se touchent? Est-ce qu'ils sont nus? Est-ce qu'ils sont habillés? Est-ce que c'est sans faire de voyeurisme, c'est juste pour expliquer plus en détail le tantra, pour savoir exactement ce que c'est pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus. Alors, il y a tout un tas de pratiques possibles, dont certaines sont, entre guillemets, sans toucher, habillées, même individuelles, le travail sur la respiration, sur le réveil l'activation des chakras, etc. Il y a tout un tas de pratiques qui peuvent se faire et qui se font d'ailleurs dans les ateliers entre soi et soi, je dirais. Donc il y a des pratiques comme ça, et puis il y a des pratiques de plus en plus impliquantes en relation avec l'autre, parce que dans le tantra, alors ce qu'on va faire, Bénédicte, on va marquer une petite pause, comme ça on va laisser un petit peu nos auditeurs sur leur faim, et on va se retrouver dans la seconde partie dans les yeux de Gaïa pour savoir les pratiques un petit peu plus poussées, si je puis dire. À tout de suite dans les yeux de Gaïa. Jusqu'à midi, plongez dans les yeux de Gaïa avec Bruno Soriano.
Seconde partie dans les yeux de Gaïa avec Bénédicte Pinard. On essaye de découvrir le tantra. On voit que c'est quand même un petit peu mystérieux, mais c'est peut-être ce qui fait toute sa force. Alors, les pratiques un petit peu plus, là on a vu, on pouvait être habillé en solo, la respiration, travail d'ancrage sur les différents chakras. Ça peut aller jusqu'où alors le tantra? Alors, j'ai quand même encore besoin de parler un petit peu avant de dire concrètement. D'ailleurs, c'est vraiment, je pense, en lien avec l'essence du tantra. C'est que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas le plus important. En fait, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si vous venez assister à un stage de tantra sans participer, vous pourrez décrire ce qui se passe, mais peut-être ça n'aura rien à voir avec ce que font l'expérience que vivent les personnes. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile à expliquer, simplement en allant directement sur l'extérieur, l'apparence, quoi. Donc, j'ai besoin de dire aussi avant que dans le tantra, l'autre est une porte vers soi-même, en fait. La rencontre avec l'autre est un moyen de se rencontrer soi-même et d'aller toucher à sa complétude, en fait, à sa plénitude. Donc, quand on est dans un atelier, dans un stage de tantra, en fait, on est les uns au service des autres. Et donc, quand on travaille à deux, quelque part, on se sert de l'un et de l'autre, mais évidemment dans un grand respect, avec des règles de responsabilité individuelle, de respect, de bienveillance, puisqu'on est au service quelque part l'un de l'autre. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que dans le tantra, le corps est quelque chose de sacré, c'est-à-dire que le corps est l'incarnation du divin, masculin et féminin. Chaque être représente, incarne le divin masculin et le divin féminin. Et donc il y a un grand respect pour le corps, il y a un grand respect pour l'autre, qu'on marque notamment par des saluts, parce qu'on fait beaucoup en Inde, au Népal, etc., ce qu'on appelle le namasté, c'est-à-dire qu'on salue le divin, le sacré qui est incarné dans la personne qui est en face de soi. Donc ça met déjà, ne serait-ce que ça met déjà dans ce qui peut se passer entre deux personnes dans une dimension particulière, ritualisée, sacralisée, avec du respect et de l'attention. Et puis ensuite, on va faire un certain nombre de pratiques qui sont à deux, et notamment entre hommes et femmes, parce que à l'origine du tantra, à la source du tantra, il y a cette représentation que tout ce qui existe dans l'univers est le fruit de la rencontre du principe masculin et du principe féminin. Donc, c'est, on pourrait dire, une représentation spirituelle qui, à la base, est basée sur la rencontre du masculin et du féminin. Alors, quel type de pratique? Tout ce qui existe dans l'univers est sur cette base-là. Et donc, dans la rencontre de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, on touche à l'essence de l'univers. Et c'est en ça qu'on relie la spiritualité et la sexualité dans le tantra. Donc, on va faire des pratiques à deux, qui peuvent être effectivement dans le toucher, dans le massage, tout ce dont on a parlé tout à l'heure qu'on peut faire seul, on peut aussi le faire à deux. Et le fait de le faire à deux, et en particulier entre hommes et femmes, va activer cette circulation et cette complémentarité du principe masculin et du principe féminin. Donc on peut faire des respirations à deux, on peut faire des méditations à deux, on peut faire tout un tas de pratiques qui vont activer l'énergie masculine et féminine, la circulation de l'énergie masculine et féminine pour atteindre à un état de conscience, d'éveil, d'énergie, d'épanouissement, d'accomplissement. Et là, donc, si je résume, il n'y a jamais de pratique sexuelle, c'est-à-dire il n'y a jamais de pénétration. Est-ce que, par exemple, les hommes vont jusqu'à l'éjaculation ou pas dans le tantra? Alors, on va chercher autre chose, mais le tantra est inclusif. Il n'exclut rien. C'est pas une pratique normative avec des choses qui sont bien et des choses qui sont pas bien. Donc sans être bien ou pas bien, c'est juste une question simple. Oui, je comprends, mais je veux dire, il peut y avoir éjaculation, même si c'est pas ce qu'on va chercher, parce que ce qu'on va chercher, c'est justement à
diriger l'énergie sexuelle vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, c'est-à-dire à la faire monter à travers ce qu'on appelle la Kundalini et le système des chakras. Et donc en fait, quand on éjacule, on expulse cette énergie vers l'extérieur, on la perd, et d'ailleurs après une éjaculation, les hommes sont fatigués. Hein. Et le but du tantra, là, l'idée, c'est plutôt sorte, je pourrais dire presque d'éjaculation intérieure, qui élève l'énergie à travers le corps, quoi. Donc c'est pas ce qu'on va chercher, mais si ça arrive, c'est pas un problème. Non, parce qu'on part de ce qui est. Voilà, ma question, elle est quand même que le but du tantra, c'est d'arriver à obtenir, par exemple pour l'homme, si on prend l'homme, cet orgasme qu'il a en éjaculant, sans éjaculer physiquement. C'est-à-dire que il ait la même puissance, voire plus, sans la faire partir de son corps pour garder cette énergie en lui. C'est bien ça? C'est une technique. Alors, je pourrais pas dire que c'est le but du tantra, parce que le but du tantra, c'est la connexion de sa conscience à la conscience universelle. Mais le fait d'avoir ce type d'orgasme intérieur est une technique possible pour amener à ça. On a ce qu'on appelle aussi des orgasmes cardiaques, c'est-à-dire qui se passe au niveau du cœur plutôt que uniquement au niveau du sexe et de l'énergie sexuelle. Au niveau du sexe, par exemple, on peut avoir ce type d'orgasme énergétique. On peut avoir des orgasmes sans se toucher même les uns les autres, des orgasmes énergétiques, on pourrait dire ça. Ça, c'est des exercices, des pratiques, des techniques qu'on va utiliser. Alors, on peut voir le tantra comme effectivement des pratiques, des techniques qui permettent d'atteindre à une autre forme de sexualité, plus énergétique, plus performance. Hein. On va aussi parler de multi-orgasmique, à la fois pour la femme et pour l'homme. Mais c'est encore qu'une étape quelque part, hein, et on peut prendre le tantra comme ça. Mais le but, l'intention, elle est encore au-delà de ça. Ce n'est encore qu'un moyen pour atteindre cet accomplissement, cette reliance de la conscience, on va dire. Et la sexualité, parce que les énergies sexuelles sont très puissantes, et parce que l'essence du tantra, c'est cette combinaison de la polarité masculin-féminin. Ça, on a bien compris. C'est pour ça qu'on va beaucoup s'appuyer sur la sexualité. Mais attention, il y a parfois une confusion entre tantra et sexualité. C'est pour ça que dans le tantra, il y a beaucoup d'autres choses que la sexualité. Et par exemple, dans un texte fondamental du tantra qui s'appelle la Vijnana Bhairava Tantra, il y a 112 techniques qui sont expliquées, 112 techniques d'accès à cette conscience, cette suprême conscience. Et à l'intérieur des 112, il y en a quelques-unes, 4 ou 5 qui parlent de la sexualité. Donc il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et voilà, le tantra, ce n'est pas que de la sexualité. On a bien compris, Bénédicte. Ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause avant de se retrouver pour la troisième partie. On va continuer à explorer un petit peu ce qu'est le tantra, le massage tantrique. On va voir quelle est cette reliance. Donc on se retrouve dans un instant pour la troisième partie dans les yeux de Gaïa avec Bénédicte Pinard, et on découvre aujourd'hui le tantra. Vous écoutez Dans les yeux de Gaïa avec Bruno Soriano. Troisième partie dans les yeux de Gaïa avec Bénédicte Pinard, on découvre le tantra. Alors j'ai deux questions comme ça en vrac, si je puis dire. Vous avez parlé de l'énergie masculine et féminine, hein, que c'était un petit peu la base. Est-ce que le tantra peut s'adresser, et comment ça se passe dans ces cas-là pour les personnes qui sont homosexuelles par exemple? Alors c'est possible aussi. C'est possible aussi, évidemment. Je vais pas rentrer dans le détail que je connais d'ailleurs pas moi particulièrement, mais ce qui est possible, c'est parce que effectivement, au-delà en fait, dans l'essence du tantra, l'unité quelque part, l'unité primordiale, c'est la conscience. Et cette conscience se polarise en fait entre un principe masculin et un principe féminin. Un principe masculin qui est conscience pure, statique quelque part, et un principe féminin qui est énergie et mouvement. Et qu'on soit homme ou femme, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, on a en soi ces deux principes quelque part, et l'accès à cette conscience unifiée quelque part de ces deux principes. Voilà. Et donc toutes les techniques qui s'appliquent effectivement peuvent aussi s'appliquer pour les homosexuels.
homosexuels. Est-ce que ceux qui sont homosexuels doivent faire parce que j'ai vu que ça existait, par exemple, en préparant cette émission, du tantra gay, ou au contraire, c'est aller à l'encontre de tout le tantra, puisque le tantra doit se faire entre un homme et une femme, quelle que soit son orientation sexuelle? Alors, le tantra n'est pas normatif, il est inclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de choses qui sont bien et pas bien. Il part de la vie telle qu'elle est. Donc si on est homosexuel, on est homosexuel, et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement dans le tantra, il n'y a pas de morale. Et donc on va partir de la réalité, et la réalité de chacun et de sa vie. Et qu'il y ait des formes de tantra gay, c'est ok, et qu'il y ait des formes de tantra homme-femme, c'est ok aussi. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute, qui serait homosexuel, peut participer à un stage où il y a des hommes et des femmes, parce que justement il va retrouver sa partie, on a tous une partie féminine et masculine. Exactement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est même intéressant. Donc on essaye souvent dans les stages, moi ce que je propose la plus souvent, c'est les participants, la plupart du temps sont hétérosexuels, et donc on cherche à équilibrer évidemment la part des hommes et des femmes pour équilibrer en tout cas ce que chacun emmène en énergie masculine et féminine. Néanmoins, puisqu'on a chacun en soi le masculin et le féminin, c'est très intéressant aussi de ne pas identifier l'homme au principe masculin et la femme au principe féminin, puisqu'on a les deux en soi. Et on va travailler les deux en soi, et le but du tantra, quelque part, étant d'atteindre cette complétude intérieure entre son propre masculin et son propre féminin. Et en tantra, on va parler de désir sans objet, c'est-à-dire que l'intention et une certaine forme d'accomplissement dans le tantra, ça sera d'être dans un état de désir, mais qui se porte pas sur une personne, sur un objet, qui devient un désir, j'ai presque envie de dire incandescent, le désir pour la vie telle qu'elle est, quoi. Et on peut aussi parler, je dirais dans les formes avancées de tantra, d'amour sans objet, c'est-à-dire qui est au-delà d'une personne, d'une relation, quelque chose de spécifique. Quand les gens viennent en stage de tantra, est-ce que ils doivent venir en couple, donc le vrai couple unifié dans la vie? Est-ce que c'est ok ou pas? Est-ce qu'ils peuvent venir seuls? Et s'ils viennent en couple, est-ce qu'ils vont travailler uniquement dans leur couple, ou au contraire ils vont un petit peu entre guillemets se mélanger pour participer au stage? Alors tout est possible. Tout est possible. En tout cas, dans les stages que j'anime, il y a à la fois des personnes qui viennent en solo et des personnes qui viennent en couple. Pour les personnes qui viennent en couple, c'est un petit peu leur décision à elles de savoir si elles vont, quand il y aura un travail qui se fait à deux, travailler exclusivement avec leur partenaire, ou bien travailler avec leur partenaire et aussi travailler avec d'autres partenaires. Tout est possible en fait, et de la responsabilité et de l'intention de chacun. Je peux vous indiquer aussi une situation lors d'un des derniers stages que j'ai animé. Il y a un couple qui est venu comme une célébration de leur séparation. Ah oui. Ils sont venus dans ce stage-là pour faire comme un rituel, comme une célébration de leur séparation. Voilà, c'était très très beau et très bénéfique aussi de partager ça avec les autres personnes du groupe. Donc voilà, ça s'est vraiment laissé libre à la liberté des uns et des autres. Il y a aussi des stages de tantra qui se font que avec des couples constitués, et où le but va être vraiment de travailler particulièrement avec son partenaire, mais en même temps de bénéficier de la dynamique et de l'énergie du groupe collectivement, parce qu'il y a dans le tantra quelque chose qui parle du non-attachement, ce que je parlais du désir sans objet, de l'amour sans objet, et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler dans le groupe, et dans le fait de travailler avec différents partenaires qui sont à chaque fois représentants de la polarité complémentaire, mais avec lequel on n'a pas de lien affectif, d'attachement, de lien particulier. Et alors on peut travailler justement au niveau de cette énergie, de cette conscience pure, sans être, attaché par des enjeux, des affects. On a bien compris. Est-ce que il existe des stages de tantra, est-ce que vous en organisez, que féminin ou que masculin? C'est des choses possibles, ça, ou pas? Tout à fait. Et
c'est même très très important. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que justement, si vous faites un stage que d'hommes ou que de femmes, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va travailler principalement sur sa polarité et on va pouvoir y aller. Vous nous avez dit qu'il y avait les deux polarités en soi, qu'il y avait le masculin et le féminin, donc vous travaillez qu'une polarité dans ces cas-là? Il y a les deux en fait, c'est-à-dire qu'on a à la fois en soi, c'est un petit peu comme dans le signe du Tao, là, du yin et du yang. Et ben, dans le yang, il y a un point de yin, et dans le yin, il y a un point de yang. Et dans le point du yin, il y a à nouveau le yin et le yang, et dans le point du point, etc. Donc c'est quelque chose comme ça qui est un petit peu presque fractal, quelque part. Mais c'est les stages tantra femme, tantra homme sont vraiment pour moi des espaces très importants où on va pouvoir aller travailler sa propre polarité entre soi, j'ai envie de dire à l'abri de la rencontre avec l'autre polarité, pour vraiment aller travailler sa spécificité, ce qu'il y a de particulier dans sa polarité. Et c'est vraiment des espaces très très riches qu'on connaît assez peu dans notre culture. Peut-être que par exemple dans les cultures maghrébines, voilà, le entre hommes, entre femmes existe beaucoup. Nous, on a perdu un petit peu. On a à la fois la richesse de la mixité, mais il y a aussi une grande richesse d'être entre soi et d'aller travailler des choses qui sont très spécifiques, à l'abri, j'ai envie de dire, de l'autre polarité. Et plus on travaille ça, plus on est, ancré dans sa propre polarité, et on peut aller rencontrer l'autre de façon plus puissante. Bénédicte, vous encadrez des stages d'hommes également? Est-ce que ça va pas perturber le groupe? Non, j'encadre pas des stages d'hommes. Ah d'accord, quand c'est un stage d'homme, c'est encadré par un homme. D'accord. Avec un homme, non. D'accord, ça c'est important de le dire. Mais sincèrement, moi je suis pas trop favorable à cette configuration. Je pense que vraiment, il y a un moment, pour aller plus loin dans le féminin, il n'y a qu'une femme qui peut nous emmener. Est-ce que vous conseillez pour débuter le tantra de débuter par un stage d'homme ou d'un stage de femme? Pardon? Est-ce que vous conseillez, quand vous débutez le tantra, de commencer par un stage uniquement d'homme ou uniquement de femme pour son premier stage de tantra? Ou est-ce qu'il est mieux de... Attendez, laissez-moi finir. Des personnes et ce qu'on sent. Pour une femme par exemple qui a des grosses blessures dans son rapport au masculin, ça peut être très intéressant, ou qui a des grosses blessures aussi dans son identité de femme et sa représentation de ce qu'est une femme, et réciproquement pour un homme. Alors merci beaucoup, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la quatrième partie dans les yeux de Gaïa. Ça passe très vite avec Bénédicte Pinard. 11h midi, Bruno Soriano, dans les yeux de Gaïa. Quatrième et dernière partie dans les yeux de Gaïa avec Bénédicte Pinard. On essaye de découvrir le tantra. Vous nous avez dit un mot tout à l'heure, le Tao. C'est quoi la différence entre le Tao et le tantra en deux mots? Alors, on va dire que le tantra est d'origine indienne, Cachemire, Pakistan, enfin voilà, les contreforts de l'Himalaya, et que le Tao, c'est un petit peu les mêmes principes, les mêmes origines, mais dans la tradition chinoise. Il y a des, évidemment, les traditions, les écoles, les pratiques se sont spécialisées avec leur propre vocabulaire, leur propre représentation, leur propre technique. Donc, je dirais qu'à la base, il y a cette même représentation du monde qui est la dynamique entre la polarité masculine et féminine, et comment ça s'applique dans toutes les dimensions de l'univers, à la fois dans le cosmos jusqu'à l'intérieur de soi, et évidemment dans les relations hommes-femmes. Et donc il y a, je dirais, une essence commune, et puis des branches différentes qui sont liées aux cultures, aux pratiques, aux techniques, etc. Et en Europe, parce que là on parle de culture soit du Tibet, soit asiatique, ça serait quoi le pendant pour nous Européens? Dans nos origines, dans nos oui, parce que pourquoi aller chercher si loin? Est-ce que nous, on n'avait pas notre propre Tao? C'est une bonne question, et ça me permet de parler de quelque chose qui est quand même très important culturellement. C'est que les origines du tantra correspondent à avant les civilisations patriarcales. C'est-à-dire, en tout cas en Inde, à une civilisation, notamment de la vallée de l'Indus, où
le féminin et le masculin étaient honorés à égalité. Et puis, il y a eu, il y a plus ou moins 2000 ans, un peu plus, un développement en Europe, mais pas seulement, en Asie aussi, partout, de sociétés patriarcales qui ont mis en avant le masculin dans la culture, dans la société, dans la religion, et où le féminin a été plutôt mal considéré, spécialement dans la religion, a été dominé, etc., etc. Et il faut remonter loin, et y compris ça existe chez nous, dans les cultures matriarcales, le culte de la déesse, etc. Il y a des archéologues, des chercheurs, des historiens qui font des recherches importantes pour montrer que avant cette culture patriarcale, il y avait une culture du féminin sacré, de la fécondité, etc. Mais nous étant très très marqués par cette culture patriarcale, toutes les religions du livre, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, sont très très marqués par une représentation d'un dieu masculin et d'un féminin qui est jugé plutôt comme impur, pas spirituel, etc., contre lequel quelque part on doit lutter pour s'élever spirituellement. Alors sans trop rentrer dans les détails, parce que là on va perdre tout le monde, est-ce que nous on a le pendant en Europe? Je pense que dans nos origines lointaines, oui, il y a le pendant, et il faut se souvenir de notre culte, de nos cultures gréco-latines où on a des dieux et des déesses. Et donc on a Vénus, Aphrodite, Ishtar dans notre culture qui est une déesse qui représente le culte de l'amour, et voilà, il y a toutes ces interactions entre les dieux et les déesses, et je pense que depuis on a perdu un peu ce lien, mais même dans le christianisme, tout le culte qui est par exemple autour de Marie-Madeleine et qui se redéploie dans une vision un petit peu différente, remet au centre, l'homme et la femme en tant qu'être sexué. Et le massage, on en a parlé tout à l'heure rapidement. On voit par exemple que dans certaines cultures, pas très loin de chez nous, chez les musulmans par exemple, ils aiment bien se masser. En Afrique aussi, en France, en Europe, le massage a tout de suite une connotation sexuelle. On se touche plus, les anciens massent plus les plus jeunes et vice versa. Est-ce que ça c'est un peu dommage? Est-ce que ça fait également partie du tantra, le fait de réapprendre à toucher le corps de l'autre et son propre corps d'ailleurs? Oui, alors le tantra est une voie des sens, du sensoriel, c'est-à-dire un de nos gros problèmes, c'est d'être dans le mental et d'être dans la pensée. Et ça nous coupe de nos énergies, ça nous coupe du lien avec l'extérieur, le monde, l'autre, etc. Donc une des façons de sortir, j'ai envie de dire, de la tyrannie du mental, c'est d'aller dans les sens. Et en particulier, le toucher, évidemment. Mais tous les autres sens également, mais d'aller vraiment dans le corps et la sensorialité qui nous conduit à quelque chose de plus subtil et de plus profond. Est-ce que vous préconisez à chacun de nos auditeurs de s'auto-masser par exemple? Parce que c'est déjà un bon début pour être plus à l'écoute de son corps, c'est de se masser le ventre avec des huiles essentielles, ou de masser son partenaire, bien ou de sûr. Masser ses enfants, c'est quelque chose d'important ça? Oui. Tout ce qui est le tantra est vraiment une voie multidimensionnelle, c'est-à-dire qui intègre toutes les parties de l'être, du plus corporel, du plus physique, du plus charnel, j'ai envie de dire, au plus subtil, au plus énergétique, au plus spirituel. Et c'est une façon de relier tout ça. Donc, évidemment aussi, par exemple, si on est quelqu'un qui n'est pas du tout dans son corps, qui est très spirituel, il s'agira de descendre dans son corps. Et inversement, quelqu'un qui est très charnel, très physique, il va travailler plutôt les dimensions plus subtiles, énergétiques, spirituelles. Et il n'y a pas de... Voilà, peu importe. Le tout, c'est d'intégrer tout ça et de relier tout ça. Ça vous a changé la vie? Ça vous a changé la vie, le tantra, vous? Pardon. Ça vous a changé la vie, le tantra? Oui. Alors, mon expérience personnelle, c'est presque moi, j'ai fait du tantra sans le savoir. Même très jeune, j'ai l'impression que j'ai eu des expériences tantriques, en fait. Presque enfant, en fait. Et puis ensuite, pour moi, la sexualité a vraiment été... m'a mené à des moments d'extase alors que je connaissais pas le tantra et que je savais pas ce que c'était en fait. Et c'est en cherchant
moi j'ai senti, dans mes expériences sexuelles assez jeunes, que je connectais à quelque chose de plus grand. Donc c'est en cherchant à comprendre ça que je suis arrivée au tantra et que je me suis dit je suis pas toute seule, ça existe, je suis pas folle, il se passe quelque chose pour moi là et voilà, ça vient de très loin, ça a été étudié, développé, transmis. Donc on peut faire du tantra sans le savoir, et on n'a pas forcément. C'est une voie qui est directe aussi, c'est-à-dire qu'elle peut advenir. Il n'y a pas besoin de faire des années d'enseignement. On peut y accéder directement ou pas. Et si on n'y accède pas directement, on utilise les techniques, les pratiques, et un jour ça s'ouvre ponctuellement, et puis un peu plus durablement, et puis un peu plus souvent, et puis. Ça retrouve une harmonie dans les couples. On sait que la routine est le principal tueur de couple entre guillemets. Est-ce que le fait que quand un couple fait du tantra, est-ce que c'est quelque chose qui peut sauver un petit peu cette union? Alors c'est pas c'est pas une baguette magique. Je pense qu'il faut avoir évidemment ça apporte quelque chose, une dimension supplémentaire dans la relation, des dimensions supplémentaires dans la relation. Donc ça l'enrichit, mais il faut aussi avoir cette ouverture, bien sûr, mais cette ouverture réciproque. Ça, on l'a bien compris. On va renvoyer les gens, puisque c'est la fin de l'émission, sur votre site internet qui s'appelle Savitur-Tantra. Ça veut dire quoi, Savitur, en 2 mots? Alors Savitur, c'est un mot sanskrit qui parle de la lumière de la conscience et qui est notamment émise à travers le soleil, mais cet éveil de la conscience qui est la réalité ultime du tantra et à laquelle on cherche à accéder à travers toutes les techniques et les pratiques qu'on développe. Merci beaucoup Bénédicte Pinard d'être intervenue, nous avoir un petit peu éclairé sur le tantra. Pour toutes les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus, vous tapez le www.savitur-tantra.fr et vous aurez tous les renseignements sur le tantra. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur le chemin dans les yeux de Gaïa.